Donc on redémarre avec cette table ronde, cette deuxième table ronde, donc la table ronde de l'après-midi, qui va poser la question de l'appropriation citoyenne des données publiques et le lien, essayer de faire le lien avec la data visualisation, essayer de faire le lien parce que c'est une des pistes, pourquoi pas. Hein. Donc autour de la table, nous avons Léa Lacroix du collectif Open Data Rennes, qui a également travaillé pour Rennes Métropole pendant un temps, et donc là qui intervient en tant que collectif citoyen qui s'appelle Open Data Rennes. Et puis Amandine Brugière de la Fondation Internet Nouvelle Génération, Simon Chignard, auteur du livre qui se trouve ici, que vous retrouvez également sur l'espace librairie qui est sous le cloître. Concernant la thématique de la quantification de soi, vous avez aussi un bouquin paru chez FIP qui traite de ce sujet-là, qui est également disponible sur l'espace librairie. Voilà. Et Valérie Peugeot qui va animer de main de maître cette table ronde autour de l'open data. Voilà, à vous. Ok. Bonjour à tous. Alors en préparant un petit peu cette table ronde et plus généralement en travaillant, en réfléchissant autour de l'open data, par moments j'avais l'impression d'une histoire un petit peu déjà entendue autour du discours de promotion de l'open data. Et du coup je vous propose pour commencer de faire un petit très très rapide retour en arrière, retour sur image en remontant légèrement dans le temps. Et en essayant de nous souvenir ensemble comment les générations successives, je dirais, on va pas remonter trop loin dans le temps, hein, mais en démarrant dans les années 60-70, se sont emparés des technologies de l'information et de la communication pour à chaque fois en faire le vecteur on va dire, d'une transformation politique et démocratique de nos sociétés. Alors si vous écoutez des auteurs comme Stewart Brand dans les années 60-70, comme comment il s'appelle, Reingold dans les années 80, Toffler dans les mêmes années ou Oreilly aujourd'hui, à chaque fois vous entendez revenir un discours alors qui se module de génération en génération, mais qui vous explique successivement que d'abord le PC, hein, au début du PC, de l'ordinateur personnel, puis ensuite ça a été le même discours autour des communautés virtuelles, autour des premiers forums, autour des BBM, puis autour des débuts du web, puis du web 2.0, des réseaux en général, etc. À chaque nouvelle génération technologique, on sent monter un discours qui nous explique que ces outils vont nous permettre de transformer nos sociétés en grande agora, en espace public ouvert à tous, dans lequel les citoyens vont pouvoir sortir de cette position assez passive finalement auquel nous contraignent les démocraties représentatives, c'est-à-dire qu'on a le temps du vote, hein, on vient d'y passer, mais en dehors de ces périodes de temps de vote, on est finalement relativement limité dans notre engagement citoyen, dans notre participation à la vie démocratique. Et donc on nous promet régulièrement à la fois plus de transparence, mais surtout plus de participation à la vie démocratique grâce aux outils. Relisez, je vous invite à lire par exemple Governing as a Platform de Tim Oreilly, hein, donc Tim Oreilly qui est bien connu à la fois comme éditeur de livres autour du logiciel libre, mais aussi comme un des co-auteurs du concept de Web 2.0, et vous verrez que vous retrouvez cette utopie de transformation de la société. Et en même temps d'émancipation hein, de l'individu qui devient acteur de sa vie et acteur de la démocratie. Alors, en repassant un peu ce film dans ma tête, j'ai l'impression parfois, en écoutant ce qu'on peut appeler les évangélistes de l'open data, que finalement l'open data et les data visualisations sont la nouvelle incarnation de cette utopie, le nouvel avatar de cette utopie, et qu'on est en train de les charger de cet enthousiasme démocratique. Et la question qui se pose à nous, c'est est-ce que finalement on ne risque pas, comme on l'a vécu pour les technologies précédentes, de vouloir trop mettre sur le dos de l'open data? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une sorte de gueule de bois, si vous me passez l'expression, de moments déceptifs où finalement on s'aperçoit que non, l'open data, pas plus que le PC ou le web 2.0, ça n'a pas transformé profondément la qualité démocratique de nos sociétés. Ça participe de façon incrémentale à une transformation globale, mais que la technologie toute seule ne peut pas faire grand-chose. Donc, en partant de ce questionnement général, je vous propose qu'on réfléchisse ensemble avec les personnes qui m'entourent
Pour faire c'est un peu tôt de parler de bilan, hein, parce que l'open data, c'est 3 ans aux États-Unis, à peine 3 ans au Royaume-Uni, c'est 18 mois pour les collectivités locales les plus audacieuses en France et 6 mois pour le gouvernement français. Donc on est encore dans une jeunesse à laquelle on peut pardonner beaucoup de choses. Donc il ne s'agit pas de faire des jugements définitifs aujourd'hui, mais de commencer à regarder ensemble ce qui se passe du côté d'une des grandes promesses de l'open data, qui est cette promesse d'amélioration de la démocratie, notamment de transparence. Quand vous reprenez les discours, notamment de la Sunlight Foundation, qui a été un des acteurs les plus en pointe aux États-Unis pour convaincre ce qui allait devenir le gouvernement Obama d'embarquer dans l'open data, on est vraiment sur cette utopie-là. Donc qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que les citoyens, grâce à l'open data, peuvent participer un peu plus à la vie de la cité, que ce soit au niveau local ou national? S'ils le font, comment le font-ils? Comment s'approprient-ils cette open data? Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils produisent avec ces données ouvertes, avec ces données libérées? Et quel rôle jouent, bien entendu, les data viz dans tout cela, puisque c'est évidemment le cœur du sujet de ces rencontres. Est-ce que les data viz sont un vecteur qui va amplifier les qualités qu'on peut prêter à l'open data, ou finalement est-ce que ça le complexifie? Ce sont des questions, nous ne sommes pas les premiers à nous les poser, hein. Je pense notamment aux écrits d'un certain Mike Gerstein, qui est un chercheur de Vancouver, un chercheur canadien, qui a été un des premiers, il y a déjà quasiment 2 ans, je pense, à pointer du doigt. C'est quelqu'un qui travaille depuis longtemps sur toutes les questions de fracture numérique, hein, historiquement, depuis 30 ans sur les questions de fracture numérique notamment, et d'accès à l'Internet pour les publics défavorisés. Et il a publié 1 ou 2 billets dans lequel il se posait la question, est-ce que finalement on n'est pas en train de, je reprends ces mots en anglais, empower the empowered, c'est-à-dire donner des capacités supplémentaires à des gens qui ont déjà des tas de capacités ou qui ont déjà du pouvoir, en quelque sorte. La traduction est très difficile vers le français parce que le concept d'empowerment n'a pas vraiment d'équivalent dans notre langue. Et l'autre question qu'il a posée derrière, c'est est-ce que finalement on ne va pas vers non plus un digital divide, mais un data divide, c'est-à-dire est-ce qu'on ne va pas augmenter les écarts dans la population autour de ces données ouvertes qui, on l'a bien vu ce matin, hein, ça a été abondamment souligné dans la table ronde autour du data journalisme, la manipulation de ces données demande des compétences, demande une appétence d'abord, mais aussi des compétences, des capacités cognitives qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde, qui appellent des apprentissages. Quand on voit la difficulté qu'ont les journalistes, un peu des data journalistes, à faire rentrer cette culture et cette appropriation dans les rédactions, on peut imaginer à quel point ces questions-là, quand on les transfère aux citoyens en général, s'amplifient, se décuplent. Donc voilà, je ne sais pas pour mettre une note négative en démarrage, mais pour poser une question plutôt au contraire pour la retourner. Je pense que si on part avec une petite dose d'enthousiasme mais pas excessive, ça permet d'avoir plutôt des bonnes surprises plutôt que de partir sur des objectifs trop grands et ensuite de se réveiller déçu. Alors, pour nous aider à commencer à répondre à ces questions-là, Loïc a présenté les 3 personnes qui m'entourent, qui vont apporter, je pense, des points de vue très, très complémentaires. Et je vais passer d'abord la parole à Léa Lacroix, parce que Léa, elle a vraiment une pratique bottom-up sur le terrain, en l'occurrence à Rennes, où elle s'est saisie, je dirais, à bras-le-corps de cette question de l'appropriation citoyenne. Elle n'a pas attendu que ça vienne de... Bon, bien sûr, il y a un mouvement, un contexte municipal favorable, bien entendu, mais quelque part, on peut dire que toute ta démarche, c'est de prendre le défi de l'appropriation citoyenne à bras-le-corps et d'essayer de le transformer, d'en faire une réalité. Donc, je te propose de nous raconter cette expérience. Oui, donc effectivement, donc à Rennes, la municipalité a commencé à ouvrir ses données depuis un peu plus d'1 an et demi. Donc, moi, avec un petit groupe de personnes intéressées, on a créé un collectif, en fait, un collectif d'habitants depuis, c'est assez récent puisque ça date de seulement janvier 2012. Et donc on a monté cette petite équipe dans le but d'animer la communauté autour de l'open data à l'échelle locale, donc sur la région de Rennes. Alors notre idée, c'était tout d'abord d'informer, puisque l'open data reste encore un sujet très méconnu
ce qu'on va appeler entre guillemets le grand public. Donc on voulait d'abord expliquer, informer ce que c'était. On souhaitait également faire comprendre un petit peu le mécanisme des données, comment elles sont produites, comment elles marchent, de quoi elles ont l'air, et dans un second temps, comment les réutiliser, comment se les approprier justement pour qu'elles puissent être bidouillées par l'ensemble des habitants qui s'intéressent à cette question. Donc on s'est rendu compte que dans un premier temps, la première demande était de consulter les données, d'abord de savoir qu'elles existaient, puis comment aller les lire, ce qui n'était pas forcément évident selon le type de données. Et de là, les besoins étaient ensuite de peut-être mettre en forme ces données pour les connaître, pour comprendre ce qu'elles veulent dire. Et dans un troisième temps, ensuite éventuellement en faire quelque chose, peut-être leur faire dire quelque chose, voire même les améliorer. Donc nos actions, c'était sous forme de petits ateliers, donc ouverts au public. Donc dans un premier temps, c'est vrai qu'on a eu des personnes qui étaient déjà sensibilisées à l'univers du numérique, mais petit à petit, on a eu la satisfaction de voir qu'il y avait d'autres personnes qui venaient, des personnes qui étaient beaucoup moins sensibilisées à l'informatique, au développement, etc. On voyait des personnes qui s'intéressaient à des thématiques précises, dans le domaine de l'associatif, de l'économie sociale et solidaire ou de la culture, qui sont venus à nos rencontres thématiques pour essayer de comprendre quelles étaient les données en open data et comment les réutiliser. Donc notre expérience est très jeune puisqu'on n'a que 6 mois, on n'a pas encore de projet réalisé à montrer, mais cependant c'est en cours puisque un des objectifs du collectif est aussi de soutenir les projets des habitants, les projets bénévoles qui aimeraient s'emparer de données, les réutiliser ou encore même créer de nouvelles données. Et donc on essaye d'accompagner ces personnes, de les faire se rencontrer pour que les différentes compétences puissent interagir entre elles et que les personnes puissent mener des projets à terme. Et vous travaillez plus particulièrement sur des thématiques, des catégories de données, ou c'est un peu tous azimuts? Est-ce qu'il y a des demandes qui viennent? Alors voilà, on a essayé de fixer les thématiques sur les demandes des gens, parce que comme on disait, il faut se faire plaisir, donc c'est avant tout les thématiques qui intéressent les personnes. Alors nous, notre groupe est pas mal constitué de personnes qui s'intéressent au domaine du logiciel libre et de la culture libre, donc c'est vrai qu'on a pas mal parlé de la culture. On a eu notamment une rencontre avec des acteurs culturels, certains acteurs culturels de Rennes qui étaient très intéressantes. On s'est également intéressé à la politique, parce que c'était quand même un petit peu le sujet de ce premier semestre 2012, donc on a pas mal essayé de bidouiller les résultats électoraux qui étaient fournis par la ville de Rennes. Mais par la suite, les thématiques vont être effectivement demandées par les gens, ceux qui ont des besoins. Voilà. D'accord. Merci. Alors Simon, je me tourne vers toi. Toi, ta vision de l'appropriation citoyenne, qu'est-ce que tu mets derrière ces mots? Est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision de cette question? Bonjour. Non, il faut que tu prennes un micro. Voilà, c'est celui-là. Hop, pardon. C'est celui-là. Non, j'ai pas de... J'aime pas ta vision, j'ai pas de vision particulière du sujet. Ma perception du sujet, non, en tout cas, c'est que je vais commencer à... Je vais répondre par une question. Combien d'entre vous lisent des blogs? Levez la main, ceux qui lisent des blogs. Bon. Combien d'entre vous ont déjà posté des commentaires sur des blogs? C'est pas mal. Et combien d'entre vous écrivent sur leur propre blog? C'est déjà pas mal aussi. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est qu'en ce moment, la question de l'appropriation de l'open data, on se la pose en se disant, en gros, tout le monde va développer, tout le monde va coder. Tendance mondiale, hein, aux États-Unis, il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps qui est Programme ou soit programmé. Globalement, on nous dit qu'il faut tous qu'on devienne codeur. Donc en gros, l'appropriation de l'open data, ce serait dans l'idée que tout le monde va développer. Voilà. Et de la même manière, je ne pense pas que quand on écrit un blog, on ne s'adresse qu'à des gens qui écrivent des blogs. On s'adresse aussi à des gens qui les commentent, et même à des gens, mon Dieu, quelle horrible chose, qui ont la passivité de ne lire que des blogs. Et bien pour moi, dans l'open data, après tout, approprier, ça pourrait être aussi avoir le droit de ne pas coder,
mais avoir le droit de consulter des données. Je vais donner un exemple d'appropriation dont on parlait à table, mais sur le portail de la Open Data de la ville de Paris, vous avez un fichier assez populaire qui est le fichier des lieux de tournage de films. Après tout, si je regarde, au moment où je regarde en DVD de Battre mon cœur s'est arrêté de Audiard, et que je me dis non, ça ressemble un peu à la place à côté de chez nous, et que je vais sur le portail regarder sur la carte, cliquer et me dire ah oui, ça a bien été tourné à côté de chez nous, est-ce que quelque part j'ai pas participé de cette appropriation de l'open data? Alors on va dire non, c'est pas ça. Mais pour moi, voilà, je pose juste la question de dire attention, est-ce que s'approprier l'open data, c'est juste être développeur? Et jusqu'ici, l'animation, je trouve, c'est beaucoup porté justement sur un public de réutilisateurs et de développeurs, et pas nécessairement sur un public plus Tu large. ne crois pas que, bon, d'abord, au tout début de l'open data américain, tout le monde était un peu estomaqué parce que les données qui avaient été regardées massivement, c'était les données de, comment on appelle ça, de criminalité. On avait l'impression que les citoyens américains ne s'intéressaient qu'à ça. Mais bon, ça, c'était à tout début. Oui. Mais la question est plutôt, quelle est dans la masse de données libérées la partie de données qui est directement compréhensible par le commun des mortels, parce que j'ai ouvert un paquet de tableurs du site américain et je les ai refermés assez vite. Oui, tout à fait. Mais c'est parce qu'on peut peut-être faire aussi le deuil de dire toutes les données n'ont pas vocation à être consultées ou réutilisées par tous. Enfin, je donne juste un exemple. Vous pourrez trouver en ligne le discours de lancement de celui qui est maintenant le ministre du redressement productif, quand il a lancé sa plateforme Open Data départementale. Il finit son discours en disant la 6e République commencera par l'Open Data. Je trouve ça assez fantastique, un raccourci des promesses démocratiques de l'Open Data. Et il s'avère que Open Data 71, il n'y a pas très longtemps, a présenté les résultats de son concours. Le jeu de données le plus réutilisé, c'est les cartes postales. Alors, question, hein, parce que là on est dans l'open content, on n'est pas dans l'open data, mais c'est des cartes postales. De là à imaginer que la 6e République commencera par les cartes postales, il y a toujours voilà, il y a un petit raccourci. Voilà. Bon, non, mais je cherche la provocation, mais globalement, voilà, posons-nous la question de l'appropriation sans nécessairement se dire que, comme tu l'as dit en introduction, ça va changer le monde, et que 2, c'est forcément programmé. Voilà, c'est juste ça. Je pense qu'il y a des données qui ont vocation à être consultées et pas nécessairement programmées. Dans les fichiers les plus populaires, vous avez les prénoms, la liste des prénoms les plus populaires des petits-enfants dans chaque commune. Là, c'est pareil, on pourra dire, mais est-ce que véritablement ça fait progresser la démocratie? Je ne sais pas. Après, que tout un chacun puisse aller sur un site et consulter ça, voilà. Moi je l'ai fait avec grand profit pour mesurer la popularité du prénom de mon fils. Je trouvais ça intéressant. Voilà. Très bien. C'est juste une intro. Hein. Ok. Amandine, je me tourne vers toi. Je sais qu'à la FIN, c'est quelque chose que vous avez en souci permanent, hein, cette appropriation citoyenne. Ça croise pas mal de vos réflexions de fond bien préalables à l'open data. Et donc, comment est-ce que vous approchez cette question de l'appropriation citoyenne? Est-ce que vous avez imaginé des dispositifs pour essayer d'abonder dans ce sens? Alors, on va avoir une petite... Alors, en effet, à la FING, ça fait déjà 2-3 ans qu'on accompagne des territoires dans l'ouverture des données publiques, non pas dans la mise en place des systèmes d'information, mais dans l'animation territoriale qu'il peut y avoir autour. Et ça fait 2-3 ans qu'on se rend compte que c'est difficile de faire en sorte que les jeux de données ouverts soient réutilisés par un nombre, et un plus grand nombre, un nombre croissant de personnes. Donc en effet, on se demande comment faire, comment amener de plus en plus de personnes à produire des données ou à réutiliser des données publiques ou des données ouvertes, hein, enfin, tout simplement. Et on se rend compte que d'une part, les gens n'y vont pas parce que tout simplement, ils ne voient pas que les données sont là, que voilà, l'open data, comme le disait Léa, est un sujet quand même... partagé par une poignée de personnes en France, hein, même s'il y a une communication assez forte et entre autres au niveau des médias qui est en train d'être de plus en plus importante. Mais bref, ça reste un sujet extrêmement limité. D'autre part, parce qu'on n'a pas tous une culture du chiffre, même si la donnée n'est pas forcément un chiffre, des chiffres, mais enfin quand même c'est des tableurs au moins, donc c'est des choses un petit peu difficiles d'accès. Et donc ça nécessite de la formation, de l'apprentissage, ou en tout cas ça nécessite des compétences supplémentaires, des ressources collaboratives
Pour pouvoir faire quelque chose d'un jeu de données, souvent il faut ne pas être tout seul, et je pense que vraiment ce matin on en a eu la démonstration à tout point de vue. C'est-à-dire que même les journalistes ont besoin de constituer une équipe avec des compétences multiples. Et donc voilà, déjà ces 3 raisons-là, elles font que oui, l'open data, c'est pas forcément, la marche d'appropriation, elle est haute, et en effet, sans doute, tout le monde n'ira pas soit produire de la donnée, soit en réutiliser. En tout cas, du coup, on est en train de se demander, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour quand même accompagner un petit peu cette démarche, pour favoriser l'appropriation par un plus grand nombre, et pour développer finalement les modes de médiation qui peuvent être de la data visualisation, des outils de data visualisation, et la boîte à outils est extrêmement intéressante. Mais la data visualisation, c'est presque la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire ce qui nous permet de montrer, c'est les résultats plutôt d'un processus qui est beaucoup plus important, qui est beaucoup plus fastidieux, faut que je le mette plus près, d'une part d'identification de jeux de données, de collecte, d'analyse, de tri. Oui, c'est le bout de la chaîne. Ouais. C'est toute la chaîne. Donc la data visualisation, c'est un petit peu ce qu'il y a au-dessus. Donc il y a des médiations multiples à faire encore à d'autres niveaux. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de dispositifs de médiation alors qu'on a appelé, pour filer la métaphore du Fab Lab, l'Infolab. Alors pour l'instant, l'Infolab, c'est tout et n'importe quoi, mais en tout cas, on essaye de creuser un peu ce que ça pourrait être. Et on s'est dit, ça pourrait être tous ces moyens, ces outils, ces formes de médiation qui sont à la fois techniques, humaines, qui peuvent être des lieux, qui peuvent être donc des outils, et qui permettent, et qui sont accessibles, bien sûr, facilement accessibles, qui sont suffisamment structurés pour qu'on s'en empare, et en tout cas pour qu'un grand nombre de personnes puissent être en capacité de faire ce qu'ils ont envie de faire. D'un point de vue individuel, ça peut être de l'ordre du quantified self, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire je me mesure et je veux comparer ces mesures-là avec d'autres, ou aussi avec des données de santé qui peuvent être produites par des organismes publics, ou de manière collective, c'est-à-dire nous sommes des collectifs, nous intervenons dans tel ou tel champ et nous souhaiterions s'approprier ces données-là. Et donc pour faire quoi ? Bien sûr, pour soit produire ou coproduire de la donnée, soit en réutiliser. Et en tout cas, transformer ces données en informations utiles pour soi. Donc voilà un petit peu notre définition très, très large de l'Infolab. Et alors, à la question d'ailleurs, on a produit un article donc, dans Internet Actu, là je vous ai mis le petit lien, donc, qui questionne un petit peu ce concept de médiation, ces formes de médiation qu'on pourrait apporter. Et il y a des gens qui nous ont répondu, non, l'Infolab, on n'en a pas besoin. Voilà. Bon, alors, en effet, peut-être qu'on n'en a pas besoin, mais enfin quand même, on s'est rendu compte à analyser un peu les dispositifs qu'on peut trouver aujourd'hui, qu'il en existait peut-être un petit peu déjà, ou en tout cas, il y avait un certain nombre de dispositifs qui pouvaient s'apparenter à des infolabs, ou en tout cas qui développaient des formes d'accompagnement et des formes de médiation. Et alors, je vous en livre juste comme ça une visualisation, mais alors niveau 0, degré 0. C'est le slide d'après. Merci. Et voilà, je ne sais pas si on voit bien, mais ça réunit des dispositifs qui sont de nature extrêmement différente sur un axe très simple de production de données et réutilisation. Et après, avec 4 gros ensembles, je dirais, du côté des acteurs publics, donc qui sont un petit peu plus positionnés du côté de la production de données, du côté de la recherche et de la formation, qui sont aussi un petit peu plus situés du côté de la production, mais qui aussi sont de gros réutilisateurs, les individus, collectifs et associations. Et on a essayé de positionner un petit peu tous les dispositifs. Donc on avait vu, ça peut être vraiment la boîte à outils, Expovise, qui est une forme de médiation, en tout cas, des outils qui sont mis à disposition par la fonderie, qui sont réunis, disons, pour qu'un plus grand nombre de personnes s'en emparent. Ça peut être les agences de journalisme, OVNI et tous les autres, qu'on n'a pas, on n'a pas tout mis. Ça peut être des agences privées qui vraiment ont comme activité aider des structures privées ou publiques ou associatives à traiter de la donnée, donc sous une forme commerciale. Ça peut être des dispositifs de type coffre-fort numérique, c'est-à-dire Digipost, Bubble, c'est des petits dispositifs qui vous permettent d'accumuler de la donnée personnelle et d'en faire quelque chose. Alors c'est encore un petit peu limité, ça se restreint à quelques données administratives et quelques données de consommation. Mais peut-être que demain ça sera plus. Ça peut être ces dispositifs de type hackathon ou cartoparty qui sont un petit peu éphémères, ponctuels, mais qui sont des initiatives qui permettent à un moment de traiter de la donnée ou d'en produire. Ça peut être
dispositifs de type Pollux, c'est-à-dire des sortes de capteurs individuels qu'on peut mettre chez soi et qui permettent de capter en effet la qualité de l'air, le niveau de pollution et de le partager sur une plateforme et de le comparer. Voilà, je vous livre comme ça. À ce stade, c'est pas plus élaboré que ça. Mais on s'est dit, voilà, il existe en fait des dispositifs et peut-être aussi qu'il existe, qu'il y a encore beaucoup de choses qui n'existent pas, qu'on pourrait imaginer. Et en tout cas, dans les petits scénarios qu'on a commencé à travailler lors de Futur en scène la semaine dernière, il est beaucoup apparu un rôle un peu entre le journaliste et la documentaliste, je ne sais pas comment dire, mais cette espèce de chef de projet de l'information qui est à même de problématiser une question que pourrait porter soit un individu, soit un collectif. Et puis d'aider après, en réunissant des compétences, développeurs, statisticiens, infographistes et que sais-je, à produire des dossiers d'information. Merci pour ce work in progress, si je comprends bien. Voilà. Alors, je pense, de la même manière que les journalistes sont un des intermédiaires qui peuvent nous aider dans cette appropriation de la donnée, je pense qu'il y a toute une autre série d'acteurs. Tu en as mentionné quelques-uns. Il y en a certains qu'on n'a pas évoqués pour l'instant, mais qui me semblent très importants. C'est tous les acteurs, enfin qui ont été légèrement évoqués ce matin, mais pas cet après-midi, sont tous les acteurs du secteur de l'économie sociale et solidaire, tous les acteurs associatifs qui, me semble-t-il, ont aussi un rôle à jouer absolument essentiel dans cette appropriation et qui, là, ont encore un chemin très très long. Je pense que si Claire Gallon n'est pas avec nous aujourd'hui, mais je pense qu'elle abonderait dans mon sens, c'est une réflexion probablement à porter de façon prioritaire vers le monde associatif. On voit bien un certain nombre de grandes ONG qui se sont déjà emparées de l'open data pour en faire des choses merveilleuses et qui surtout, ce qui est peut-être plus intéressant, qui s'en emparent en croisant de la donnée ouverte avec ce qu'on peut appeler de la donnée crowdsourcée, c'est-à-dire de la donnée contributive recueillie auprès des membres ou des internautes en général. Alors on connaît tous OpenStreetMap bien sûr, mais il y a des tas d'autres initiatives qui fleurissent en ce moment. Rappelez-vous tout le travail qu'a fait My Society, qui était une des associations leaders sur la question de l'open data au Royaume-Uni. Je vous invite vraiment à aller visiter leurs différents dispositifs. Ce qui est important, c'est que My Society, qui travaille sur la démocratie électronique depuis maintenant une quinzaine d'années, je crois, donc bien avant qu'on parle de l'open data, eux, ils ont d'abord pensé la manière dont on pouvait imaginer des formes de participation démocratique en s'appuyant sur des outils. Et ensuite, quand la question de la donnée s'est posée, ils l'ont intégré dans leur réflexion. Ils ne sont pas partis de l'open data ou d'une technologie, ils sont partis de la question démocratique pour l'enrichir avec cet outillage-là. Et je pense que c'est une démarche absolument fondamentale. Encore ce matin, je lisais une initiative au moment de Fukushima. Il y a eu tout un débat autour du degré de radioactivité qui était tenu secret par les autorités japonaises et par évidemment les industriels de l'industrie nucléaire. Et donc il y a une démarche qui s'est mise en place d'un site web pour collationner de la donnée de radioactivité. Et les acteurs l'ONG qui a porté cette démarche-là est en train de la généraliser à l'échelle planétaire pour en faire une radiographie, non, excusez-moi, une cartographie de la radiologie à l'échelle planétaire. Donc là, on voit des initiatives où on a d'autres types de médiation qui ne sont pas les journalistes, qui ne sont pas les développeurs, qui ne sont pas les infographistes, etc., mais qui partent d'une préoccupation, puisqu'elle soit environnementale ou démocratique ou autre, pour s'emparer de l'open data. Alors, Simon, je sais que toi, tu as une expérience où tu as plutôt travaillé avec des étudiants en sciences politiques. Est-ce que les étudiants font aussi partie de ces nouveaux médiateurs? Raconte-nous comment tu les as mis au travail, si je puis dire, pour s'emparer de l'open data. Oui, alors en fait l'expérience dont je vais vous parler, en fait ça partait depuis tout au long de l'année scolaire, universitaire plutôt. On a accueilli à la cantine numérique le séminaire culture numérique de Sciences Po Rennes. Alors c'était intéressant parce que ça se fait hors les murs de Sciences Po. Et notamment on avait travaillé autour d'une problématique autour de l'open data. Donc le sujet du séminaire cette année c'était ville ouverte, données ouvertes, ville connectée, ville intelligente et tout. Voilà. Donc il y a eu plusieurs intervenants qui sont venus. Et puis moi on m'avait dit, puisque c'est son sujet, l'open data, tu vas travailler sur l'open data. Et puis en fait j'avais essayé de remettre un peu les choses en disant globalement aujourd'hui l'animation de l'open data se fait beaucoup sur un objectif de réutilisation. C'est ce que vous avez en haut. C'est je m'adresse à des développeurs
réutilisateur, et je m'adresse sur des données déjà ouvertes. Mais globalement, est-ce que je ne serais pas capable de concevoir des formats d'animation qui ne sont pas forcément pensés dans stimuler la réutilisation, mais plutôt faciliter l'appropriation. Donc ça veut dire que déjà, je ne parle pas que des données ouvertes, je parle de tout type de données, des données publiques, des données privées, des données crowdsourcées collaboratives, des données personnelles, pour essayer de faire le tri un peu là-dedans. Et puis je m'adresse à un public plus large. Tout public, c'est encore une fois une utopie, mais globalement, de ne pas simplement dire, lorsque j'ai mes étudiants qui arrivent, bon les gars, qui sait coder ? Vous savez pas coder, eh ben tant pis pour vous, on parlera pas de l'open data. Encore une fois, je reviens toujours sur le même truc, mais alors bon, du concept à la réalisation, il y a forcément un écart. Donc voilà ce que ça a pu donner. Ça, c'est la première session qui s'est tenue à Rennes. Il y en a eu une deuxième qui s'est tenue à Nantes dans le cadre de la semaine européenne de l'open data, et je vais faire la troisième à Marseille dans 10 jours. C'est intéressant, hein, de ville en ville, on ne voit pas du tout les mêmes choses arriver. Donc typiquement, c'est de 2 heures de session, on commence, là vous voyez les étudiants. Il n'y a pas que des étudiants, vous reconnaissez de dos Hugo Bain, qui nous squatte des fois. Voilà. Je mets plus loin, comme ça, comme ça. Et on commence par essayer de définir un peu, là on se pose la question des données de mobilité. Donc c'est comment on se déplace aujourd'hui à Rennes. Donc on va lister tous les modes. Ensuite, en quoi l'information est importante pour se déplacer? Pour prendre le bus, vous avez besoin de quoi? J'ai besoin des horaires, d'accord. Vous avez besoin de quoi d'autre? J'ai besoin de savoir où j'achète mon ticket, d'accord. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de savoir est-ce que je dois composter mon ticket à chaque fois que je monte dans le bus? Bah ça, honnêtement, vous savez ça dans votre ville. Quand vous débarquez dans une ville ailleurs, vous ne savez pas. Bon. Donc on commence à lister tout ça pour essayer de faire déjà toucher du doigt l'importance de l'information. Et dans un deuxième temps, on passe sur une autre partie un peu plus théorique qui est de dire qu'est-ce que c'est qu'une donnée, qu'est-ce que c'est qu'une information. Quand ils sont bien mûrs, on les sort. Et chacun est invité à sortir avec ça dans la main. Ça, c'est une orthophoto. Ça fait partie des jeux de données. C'est du contenu, encore une fois, ouvert. Ce n'est pas une carte postale, hein, c'est une orthophoto. Et chacun part avec pour objectif de repérer dans un quartier et de mettre des petites gommettes des données de mobilité. Pour être plus clair, des artefacts de données de mobilité. Alors qu'est-ce que ça peut être, repérer des données de mobilité? Donc ça, vous avez le petit groupe en recherche. Et à chaque fois qu'ils regardent une donnée de mobilité, par exemple une info sur un horaire, par exemple un parking de vélo, par exemple une piste cyclable, par exemple une information dynamique sur vous pouvez venir vous garer au parking de la gare ou vous pouvez pas, et compagnie, d'accord? Ils mettent une petite gommette, ils prennent une photo, ils m'envoient la photo, et après on va mettre en commun pour discuter. Est-ce que ça c'est une donnée qui est... Est-ce que déjà c'est une donnée ou est-ce que c'est une information? Ensuite, est-ce qu'elle est déjà ouverte ou est-ce qu'elle est ouvrable potentiellement? Et puis après, on va dans un troisième temps aller faire le lien, et qui moi m'importe beaucoup, pour dire cette histoire de données ouvertes, c'est pas que dans les systèmes d'info, ça a une vraie réalité concrète. L'exemple typique sur lequel on a travaillé avec eux, c'est vous rentrez dans la gare de Rennes, il y a 2 ascenseurs, il y en a un à gauche et un à droite. Ça, c'est la photo de l'ascenseur de gauche. L'ascenseur de gauche, il est géré par Keolis, qui est une filiale de la SNCF. Et cet ascenseur vous permet de descendre au sous-sol, aller prendre le métro, et de monter un peu pour descendre vers les quais ensuite. Bon. Et l'état de fonctionnement de cet ascenseur, c'est-à-dire est-ce qu'il fonctionne ou est-ce qu'il est HS, c'est une donnée ouverte. Donc je vous ai mis, ça c'est la requête qu'on peut faire sur l'API. Et on a un retour qui dit oui, cet ascenseur fonctionne ou ne fonctionne pas. D'accord? Donc ça a permis à nos étudiants de voir concrètement que ce truc-là dans un système d'info, ça correspondait à une réalité. Ça correspondait au fait que quand j'appelle l'ascenseur, ça marche ou ça marche pas. Petite histoire, c'est qu'en fait, ce que ça a permis de montrer aussi aux étudiants, c'est que de l'autre côté de la gare, vraiment sur la droite de l'escalator que vous voyez en bas, il y a un autre ascenseur qui est strictement le même, mais qui lui est géré par Gare et Connexion, qui est une autre filiale de la SNCF, qui n'ouvre pas ces données. Donc typiquement, quand je crée une application, par exemple, pour aider les personnes à mobilité réduite à aller prendre leur train, eh ben, vaut mieux les faire passer par l'ascenseur de gauche que par l'ascenseur de droite. Vous voyez? Mon objectif, il n'est pas faramineux, je ne vais pas dire que je vais faire la 6e démocratie, je suis juste en train de dire qu'on va essayer au moins de faire toucher du doigt en 2 heures pourquoi il y a des données dans la ville, pourquoi elles ont été créées et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Voilà. C'est déjà l'objectif de ce type d'atelier-là. Il a été fait à Rennes, il a été fait à Nantes sur les vélos. C'est passionnant ce que ça donne. Enfin, franchement, c'est déjà rendre visible. Dire tout ça, c'est un objectif. Et l'autre objectif derrière, c'est de rentrer déjà dans une petite critique du mode de la donnée. C'est-à-dire que, ok, cet ascenseur, il est HS, mais est-ce que c'est vraiment une donnée temps réel? Et en fait, c'est pas une donnée tout à fait temps réel. C'est-à-dire qu'un ascenseur qui est HS moins de 3 minutes ne remonte pas d'alerte.
En tant qu'usager, ça vous embête d'attendre 3 minutes s'il est HS. Mais pour la maintenance, on ne déclenche pas une intervention en dessous de 3 minutes d'ascenseur HS. Vous voyez, typiquement, on commence déjà à rentrer un peu dans les cuisines de la donnée. C'est déjà une première vertu, je pense, de ce qu'on peut faire en termes d'appropriation. Merci Simon. Alors, une question qui fait le lien aussi avec quelque chose qui a été évoqué ce matin. Moi, je trouve qu'il y a une situation un peu paradoxale où aujourd'hui on nous parle de Fab Lab équipés merveilleusement notamment d'imprimantes 3D qui vont révolutionner la production, démocratiser la création, etc. Le micro, ça marche pas? Si c'est mieux là, voilà. Plus près, voilà. Et donc on a aujourd'hui effectivement ces Fab Labs équipés d'imprimantes 3D et autres. Et quand on parle de data visualisation, on l'a dit ce matin, il y a à la fois toute une boîte à outils disponible, mais finalement dans cette boîte à outils, en dehors de quelques outils Google, la plupart des outils demandent un niveau de compétences et de connaissances qui n'est absolument pas à la portée de tout le monde. Peut-être Léa, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, rapidement, effectivement, c'est vrai qu'avec le collectif, on a essayé de faire une rencontre sur les outils de visualisation vraiment pour les débutants. C'est-à-dire, on estimait, voilà, quelqu'un qui ne sait pas... Poser son menton, on me dit. Comme ça quelqu'un qui ne sait pas programmer, voilà... Quel outil il a à sa disposition pour quand même essayer de visualiser des données. Et on s'est retrouvé effectivement avec une liste assez courte dans laquelle on retrouvait beaucoup Google ceci, Google cela. Voilà. Donc on a fait avec dans un premier temps, et peut-être qu'on n'avait pas tout regardé. Mais c'est vrai que dès qu'on essayait de sortir des outils de Google, ça devenait déjà plus complexe techniquement. Alors, est-ce que la réponse, elle est dans un apprentissage collectif? Est-ce qu'on doit, dès la maternelle, commencer à manipuler des outils de statistique et de gestion de la donnée? Est-ce qu'elle est dans la simplification des logiciels? Et donc, c'est un appel à tous nos amis du logiciel libre pour développer les outils qui permettraient de démocratiser ces data visualisations et que demain, chacun d'entre nous, on puisse construire notre propre data vise. Je me tourne vers tous mes voisins, dans quel sens doit se faire l'apprentissage quand on sait, et là les statisticiens n'ont pas attendu l'open data pour nous raconter toute la complexité de la manipulation de la donnée et tous les pièges de la statistique, hein, ils sont bien connus depuis les fausses corrélations, peut-être Simon nous en dira un mot tout à l'heure. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas aussi en train de finalement de s'embarquer dans un métier qui peut-être n'a pas vocation à être démocratisé, tout simplement. Là aussi, je suis un peu provocatrice. Juste, en effet, je pense que il y a une culture de la donnée qui va être de plus en plus importante. Enfin, pas une culture, mais disons un impact de la donnée de plus en plus important. Et donc, le besoin de culture va être aussi de plus en plus important. Besoin d'une culture de manipulation de la donnée, aussi d'apprentissage de tous les biais que représentent les data visualisations. Et je pense que ce matin, on en a eu aussi des bons exemples où on voyait que beaucoup de data visualisation pouvaient être parlantes, marquantes, et en même temps ne faisaient pas l'économie des analyses qu'il pouvait y avoir derrière. Quand on voit le budget, un budget énorme, et puis la part de réduction du budget qui est tout petit, bon bah d'accord, mais enfin 100 millions de dollars en moins sur des services publics, c'est pas rien non plus, même si le rapport montre qu'en effet c'est rien. Mais bref, voilà, tout ça pour dire qu'il y a un apprentissage et une culture à développer, et qui va passer en effet par un apprentissage plus important dans les formations, à commencer par le collège, le lycée. Et même, ce qui va être plus difficile, mais ce qui va être un enjeu citoyen important, c'est justement de comprendre l'impact des données, des big data, et de ce que donc Antoinette Rouvroy, une chercheuse belge, appelle la gouvernementalité algorithmique, mais c'est-à-dire l'impact des données sur les décisions qui sont prises à tout niveau, et d'ailleurs pas seulement au niveau des pouvoirs politiques, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se décident ailleurs, et que ça, si on n'en a pas un petit peu, si on n'a pas d'armes pour comprendre ce qui se passe, comment ça se passe et ce qui nous concerne, les choses elles vont se passer sans nous. Je reprends. Par rapport à la data vise, en fait, puisque c'était quand même le sujet de
de cette journée, moi j'ai été assez frappé de voir qu'en fait, si on sans refaire toute l'histoire de l'open data, à un moment donné, la data vise est apparue comme étant la réponse justement à l'appropriation. Si vous vous souvenez bien, moi j'ai beaucoup entendu ça de la part d'un certain nombre d'acteurs, c'était ok, nos données ne sont pas réutilisées, mais c'est parce qu'on n'a pas encore proposé des outils de data vise. C'était souvent ça comme ça. Bon. Et donc on en a fait un outil, une pensée un peu magique de ça va. Voilà. Ce que moi j'avais appelé la data visualisation nous sauvera tous. Alors j'avais quelques exemples à vous montrer. Vous me direz si la data visualisation nous sauvera tous. Je suis désolé, je m'adresse sans doute à un public de convaincus de la data vise. Mais mon conseil général de Saône-et-Loire, j'ai rien contre le conseil général de Saône-et-Loire, le fait est, me propose automatiquement des outils de visualisation des effectifs, de l'évolution des effectifs dans les collèges. Et donc je vous ai remis deux évolutions d'effectifs dans 2 collèges. D'accord ? Ça va, je ne sais pas si vous voyez bien, ça va de 94 à 2010. Ok ? C'est le même jeu de données. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui commence à 350 et l'autre qui commence à 0. Sur le portail du CG71, c'est ça le choix qui a été fait. D'accord ? Qui se justifie, hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait spécifiquement pour cette visualisation-là. Globalement, ils ont toujours pris, alors je ne sais pas si c'est la moyenne, la médiane, l'écart type moyen de machin, mais globalement, vous voyez bien que j'ai pas fait un truc compliqué. Hein. J'ai juste pris un jeu de données et j'ai mis des graphes comme ça. C'est super de base. Bon, des histogrammes, merci. Des histogrammes. Et finalement, rien qu'en faisant ça, en faisant ce choix de faire à 350, si moi j'étais un élu et que je voulais vous expliquer pourquoi je ne vais pas ouvrir une classe dans le collège de votre enfant l'an prochain, je vous dirais, vous savez, mon brave monsieur, ma brave dame, les effectifs, ça évolue tellement d'une année sur l'autre qu'on ne va pas prendre le risque d'ouvrir une classe. Vaut mieux ce graphique-là à l'appui de mon explication que celui-là. D'accord ? Et c'est un truc de base, hein. Je veux dire, voilà, je n'invente rien et compagnie. Voilà. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que globalement, dans la data visualisation nous sauvera tous, c'est que on est en train de donner à tout le monde, je ne dis pas que la vocation démocratique n'est pas importante, hein, mais on est en train de donner des outils sans forcément se poser de la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire des outils. Mon deuxième exemple, désolé pour ceux qui l'ont déjà vu, non, j'en ai un troisième, que vous n'avez pas encore vu. Il y a un site qui s'appelle Gapminder, sur les statistiques mondiales qui est super, vous pouvez faire plein de trucs. Donc moi j'ai pris 2 jeux de données, en bas vous avez le pourcentage de fumeurs dans la population adulte, données OMS 2005 sur les plus de 15 ans, et à gauche vous avez l'espérance de vie à la naissance. Mesdames et messieurs, sous vos yeux vous avez la représentation, l'explication, ou en tout cas le constat du fait que dans les pays où on fume le plus, on vit le plus vieux. Et la courbe de régression est une courbe de régression logarithmique. Je vous en fume aussi avec les termes qu'il faut. C'est moi qui ai fumé le truc. Bon, c'est des vraies données, hein, ça. Hein. Chaque point, c'est des pays membres de l'OMS. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que c'est pas parce qu'il y a corrélation qu'il y a causalité. C'est sûrement pas parce que les gens fument qu'ils meurent vieux. Ça se saurait. Mais globalement, voilà, avec une data vise, et ça c'est une que j'ai pu faire moi avec mes petits moyens à Gapminder, je peux vous faire dire pas mal de choses. Mais Simon, excuse-moi de t'interrompre, mais ça, c'est un problème qui est quand même bien connu des statistiques, qui n'a pas attendu l'open data. Bien évidemment. Et reprenons, ce matin, il y avait un certain, on va dire, une autosatisfaction peut-être chez nos camarades journalistes, parce que si vous reprenez l'histoire de la presse, vous trouverez un nombre, y compris de camemberts et d'histogrammes les plus basiques, qui n'ont pas attendu la data visualisation, qui sont des démonstrations de ce que tu viens de montrer. Alors, régulièrement, la presse construit des démonstrations illustrées qui sont aussi des manipulations de l'information, dans un sens ou dans un autre. Donc, est-ce que finalement, c'est un problème de la data vise, ou est-ce que c'est un problème de la manipulation du sens et des signes qui dépasse bien largement la question de la data visualisation? Mais tu as répondu. Oui, tu as déjà répondu. Au-delà de ça, dernier exemple. Je te montre ça parce que cet exemple-là m'a bien amusé. Le baromètre de l'open data, vous l'avez vu. Hein. Bon, ça fait partie de ces graphiques où, vous savez, il faut scroller en bas. Bon, déjà, gros warning, hein, quand il faut scroller, c'est qu'il y a un problème. En général, c'est que la qualité du truc, voilà. Donc, c'est le baromètre. Qu'est-ce qu'il vous dit, ce baromètre? Il vous dit qu'en mai 2012, en France, il y a eu 14 communes, une région, 4 départements. 14 plus 1 plus 4, ça fait combien? 19. Ok. Et en dessous, il vous dit, ça on reviendra dessus parce que ça vaut le coup d'œil aussi, il vous dit 3% des acteurs
ont libéré au moins 4 jeux de données sur le volet budget. 3% de 19 acteurs ont libéré au moins 4 jeux de données sur le volet budget. Je vous le redis avec le chiffre, 0,57 acteurs ont libéré au moins 4 jeux de données sur le budget. Est-ce que ça veut dire qu'un acteur a libéré au moins 8 jeux de données? Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. D'accord? Pourquoi je vous montre cet exemple-là? Parce que moi, il m'a fait marrer, parce qu'on est tous dans l'open data, on serait quand même censé avoir un chouïa de lecture critique du truc. Ça n'a pas empêché ce truc-là de se remettre derrière. Alors, autre exemple, vous avez ça pareil dans le truc. Thématiques les plus traitées. J'ai cherché, mais je n'ai pas compris à quoi correspond chaque R. Parce que pour connaître un peu les jeux de données ouverts en France, je vous assure que la thématique transport est la première. Donc je ne vois pas qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire. On ne sait pas ce que c'est. Et puis le dernier, enfin, qui est le meilleur, je pense, c'est ça, accessibilité. Vous avez les collectivités qui ont facilité la lisibilité et la compréhension de leurs données pour le grand public, Montpellier et Saône-et-Loire, avec un petit carré, avec du blanc et du noir. Sachant que l'accessibilité sur le web veut dire autre chose en plus. Oui, mais moi je parle rien que de la représentation du truc. Oui. Oui, voilà. Alors ça c'est un autre point, c'est que j'arrive en bas là du truc, vous voyez, il n'y a pas les... scroller là en bas, il y a peut-être des explications. Non, j'ai scrollé jusqu'en bas, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Ceux qui ont fait ça, qui j'ai demandé des explications, m'ont dit mais si, on t'enverra les explications, donc elles sont disponibles. Mais vous voyez, globalement, voilà. Et ça, je pourrais vous en montrer dans tous les domaines, hein, bien évidemment, mais que ce soit dans l'open data, ça devrait quand même nous faire tiquer un chouïa quand même. On devrait se dire, bah mince, c'est pas parce qu'on a récupéré nos données qu'il faut avoir oublié notre sens critique. Voilà. Bien, je vous propose de... Tu oui, as le micro pour la salle, ouais, hein. Donc on prend les questions, on a 10 minutes pour faire une série de questions-réponses sur cette table ronde. Allons-y. Moi, ma question, elle est sur data visualisation, qui fait et à quel moment. Donc je m'explique un petit peu. Xavier Crouan, tout à l'heure, du Conseil régional d'Île-de-France, a indiqué que la communication du Conseil régional d'Île-de-France souhaitait faire des visualisations et promouvoir des visualisations, plutôt que de les laisser à l'initiative à partir des open data. La mission Etalab, elle est plutôt sur la position inverse, de dire on ouvre les données et c'est au secteur privé de faire les visualisations. Donc je voulais savoir quel était votre sentiment là-dessus, à quel niveau doivent intervenir la production des visualisations. Et bon, c'est un petit peu ce qu'on voyait dans la slide tout à l'heure. L'utilisateur final des données, est-ce qu'il va utiliser les données directement ou des données médiatisées par les visualisations? Est-ce que ces visualisations doivent être proposées par le producteur des données ou par des réutilisateurs eux-mêmes qui vont promouvoir ces données? Je propose qu'on prenne deux, trois questions et puis on répond de façon groupée. Comme on a peu de temps, ça sera plus dynamique. Donc il y avait une question ici, monsieur. Oui, c'est vous. Oui, voilà. Alors posez bien le micro sur le menton comme si vous aviez une petite barbiche. Ça donne pas l'air intelligent, mais c'est pas grave. D'abord, Simon Chignard nous a fait une belle démonstration qu'effectivement, il y avait des aspects méthodologiques à creuser dans la présentation des données. Et à cet égard, il y a un chiffre qui revient souvent dans le milieu de l'ouverture des données publiques, qui est celui d'un marché de 40 milliards au niveau européen. Et j'invite tout le monde à consulter l'étude économique de Vicry qui a permis d'établir ce chiffre. Sinon, moi, je voudrais revenir sur un aspect qui n'a pas été tellement évoqué du rapport des technologies à la démocratie. En l'occurrence, on est un peu ici, tel que vous nous avez présenté les choses et telles qu'elles apparaissent, dans un espèce de triptyque entre le public, des outils technologiques et des autorités politiques, dans lequel il y a une sorte de reprise de pouvoir quand même qui se dessine de la part du public. Or, ces nouvelles technologies, elles induisent aussi des transformations qui peuvent avoir un impact très important sur la démocratie. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans des démocraties assez sondagières. Et là, j'introduis un gros mot qui est le big data.
Je rebondis un peu sur ce qu'a évoqué Amandine Brugière et aussi Valérie Peugeot. C'est surtout destiné aujourd'hui à des utilisations commerciales, mais en fait, dans les campagnes politiques, il y a déjà une exploitation d'outils d'analyse de données textuelles en fonction de ce qui est exprimé sur les réseaux Twitter, etc. Et donc, on ne sait pas en fait comment c'est exploité effectivement, mais par contre, ça a un impact extrêmement important sur le fonctionnement démocratique. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer d'introduire comme dispositif de contrôle, d'exigence vis-à-vis des politiciens, des partis politiques, afin de connaître les processus de traitement qui reposent sur ces outils technologiques, sachant que par rapport au sondage, on n'a pas toujours été tellement informé dans le passé, mais que donc là, ça prend une ampleur tout à fait nouvelle. Tout à fait. Bon, peut-être je réagis. On prend une troisième question, troisième, vous notez, et comme ça, on fait un lot de réponses, il y en a une là-haut. Ludovic, là-haut. Voilà. Oui, moi j'ai envie de vous demander quelle bonne pratique vous préconisez pour l'appropriation de cette démarche par le politique sous toutes ses formes. En illustrant mon propos avec une démarche qui me semblait plutôt neutre, plutôt intéressante, qui était celle de Regard Citoyen avec nos députés, qui a fait un outil d'information générale sur l'activité des députés qui n'était pas critique, qui donnait des outils permettant d'interpréter. Or, l'écho principal qu'on a eu de ces visualisations-là, enfin de ces agrégations et de ces visualisations-là, ça a été des articles pas très recherchés, disons, pour rester poli, dans la plupart des grands quotidiens nationaux sur une donnée, qui était le taux de présence en commission. Quelle pratique vous préconisez pour que ce changement de médiateur entre les élus et l'opinion se transforme pas instantanément en tir au pigeon? Alors, Amandine, tu oui, voulais juste une réagir remarque sur la première question de monsieur. Aujourd'hui, les gens qui produisent des données et ceux qui les analysent sont à peu près les mêmes. Et c'est là que se pose le problème, en fait, mis à part peut-être les journalistes qui font un travail de traduction et de médiation. Mais sinon, voilà, il y a eu une confusion, une fusion entre les producteurs de données et ceux qui les analysent et qui font, par les big data, des services et un certain nombre de décisions. Et juste une solution, nous, peut-être qu'on commence à maturer un peu, c'est ce dispositif d'Infolab, je ne sais pas, en tout cas de dispositif à disposition des citoyens qui permettrait, comme on a les bibliothèques et les documentalistes peut-être, de se créer un chemin propre dans l'analyse de données. Sur la première question, pour moi, les deux démarches ne sont pas du tout antinomiques. Je pense que le fait qu'un certain nombre de détenteurs, enfin de gestionnaires de données, se lancent dans la data vis, c'est aussi une manière d'amorcer la pompe dans un moment où on est vraiment au début d'un processus, et c'est pas du tout antinomique avec le fait que d'autres construisent leur visualisation. Ce qui me paraît plus important, c'est des dispositifs type hackathon, ce que fait Rewired State en Angleterre, etc., qui permettent d'organiser des temps d'élaboration, de rencontres entre les gestionnaires de données et les développeurs, les créateurs de dataviz, etc., qui vont permettre un dialogue et qui vont donner envie de construire des dataviz. Donc pour moi, c'est pas du tout antinomique, et plus vite ça tire, mieux c'est. Sur la question de Ludovic, il ne faut pas un regard citoyen, il en faudrait 10 malheureusement. Enfin, ils ont grand mérite à regard citoyen, mais j'aimerais qu'il y en ait d'autres qui émergent et qui fassent le même type de démarche en France. Ils essuient les plâtres. Ce genre de réaction complètement réductrice de la part de la presse n'est pas surprenante, mais je pense qu'elles vont passer au fur et à mesure qu'on va aller vers un enrichissement de ce type de démarche. Et quand tu demandes quelle exemplarité, moi, pour moi, l'application la plus exemplaire que je cite toujours, c'est celle qu'avait développée My Society au moment des législatives, des dernières élections législatives au Royaume-Uni, qui était une application qui faisait suite à un formidable travail, alors là, de crowdsourcing bénévole de milliers d'internautes,
qui avait été chercher localement des problématiques du type faut-il ouvrir un nouveau lycée ou faut-il construire une nouvelle autoroute dans notre circonscription, etc. Et qui avait collecté toutes ces données, collecté les prises de position des candidats, et l'application permettait à chaque citoyen, en saisissant son code postal, de se voir confronté à un certain nombre de questions, à ces questions-là. Pensez-vous que dans votre circonscription, il faille laisser passer la prochaine autoroute? Il prenait position. Et ensuite, il avait la position des différents candidats. Pour moi, c'est une application absolument exemplaire que je rêverais d'arriver à déployer, à travailler avec Regard Citoyen, parce qu'elle met le citoyen en position active. C'est-à-dire, je ne consomme pas seulement de l'information, je construis mon jugement en étant confronté à l'information. Et ensuite, je regarde ce que font les politiques, et éventuellement, je m'aperçois que mon candidat préféré a pris une position complètement antinomique par rapport à ma propre position. Voilà, des applications comme ça, il faut qu'on en invente. On ne peut pas en faire une tous les matins, hein, c'est un travail monstrueux, mais je pense que c'est encore une fois ce mariage open data, crowdsource data, et surtout mettre le citoyen en posture active, qui est l'avenir, et du coup on contourne le problème de la presse qui raconte n'importe quoi. Voilà. Sur la troisième question, ouais. Simon, moi je reviendrai sur la deuxième. D'accord. Non, l'exemple que vous donnez sur Regard Citoyen, moi, me paraît assez quand même intéressant, parce qu'il pose la question de quelle responsabilité on a d'une réutilisation qui est faite du travail qu'on fait. Et je trouvais ça quand même, alors parce que Regard Citoyen, c'est pas exactement ce que Valérie nous a cité là, c'est aussi un indicateur qui tient pour compte de l'activité parlementaire le nombre de mots prononcés en séance. Pourquoi pas, hein? Mais pourquoi avoir une prime au plus bavard en séance par rapport à un autre? Est-ce qu'un bon député, c'est un député bavard? Je sais pas. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais il y a aussi cet indicateur-là. Je trouve ça, je ne vais pas me faire des copains, mais je trouve ça un petit peu paradoxal, à la fois que chaque année, dans le résultat de Regard Citoyen, il y a un warning en rouge encadré en haut du résultat qui dit « Attention, ceci n'est pas un palmarès des absentéistes ». Donc c'est bien redit, hein, dans l'objectif. Et d'avoir pour autant sur le site de Regard Citoyen une revue de presse de tous les articles de la presse quotidienne régionale où ça n'est exactement que ça. Ouais, c'est Montebourg, bon dernier. Encore une fois, je ne sais pas. Mais voilà, où c'est Devedjian n'y va jamais. D'accord? Bon, on ne peut pas à la fois dire on regrette que cet usage-là soit fait de notre travail, et puis à la fois le mettre en avant sur son site. C'est pas possible. Voilà, moi ça me paraît pas possible. Voilà, c'est une question de responsabilité de l'usage qu'on fait. Et c'est une vraie question, parce que Valérie a beaucoup travaillé sur l'exemple britannique, mais dans l'exemple britannique, on a eu tout un mouvement du New Public Management qui était exactement ça, et qui a exactement montré ça. Je vous le fais très rapide. Le gouvernement de Tony Blair, dans l'objectif de réforme des services publics, avait dit, maintenant, tous les 6 mois, les services vont être évalués sur 3 critères. Et tous les 6 mois, tous les 3 critères changeaient. Par exemple, pour Pôle emploi, c'était le temps d'attente au guichet et le nombre de courriers traités dans le mois. Bon. Et en gros, ce qu'on voyait, c'est que tous les 6 mois, les priorités des agents changeaient. Puisque je vais être noté sur ça, ben boum, pendant 6 mois, on va faire que ça. Voilà, globalement. Et puis 6 mois après, boum, on va faire que ça. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait une neutralité comme ça par hasard, que la manière dont on note les choses n'ait pas d'impact sur la manière dont les choses se passent, quoi. C'est pas vrai. Il y a eu le débat il n'y a pas longtemps sur le classement des lycées. Vous l'avez peut-être entendu, l'éditorialiste de France Inter qui en a parlé. Non, c'est pas publier un classement de lycée, c'est pas neutre. Ça réencourage ceux qui peuvent le faire à aller mettre leurs enfants dans les meilleurs classements. Et c'est pareil pour les cliniques, et c'est pareil pour un tas de trucs. Il faut qu'on arrête de croire qu'on n'a plus de responsabilité une fois qu'on a fait son job de réutilisateur. Je crois que ce que tu viens de dire du cœur. Est déjà complètement dans la question de... Je vais faire le maître du temps, moi, je crois. Oui, où il est le maître du temps? Il est là. Ouais, il est là. Et il nous reste quoi? On avait dit qu'on faisait une pause à 16h30, il est 16h31. On risque de glisser à nouveau. Il y a Claude Henry qui est, je sais bien. Alors, un petit rajout. Un petit mot. Un petit mot. Juste pour finir, pour ne pas laisser la question. D'accord. Alors, on conclut là-dessus. Il y avait Bernadette qui posait une question, etc. Bon, on va conclure là-dessus. Je te laisse finir. Et après, on fait la pause. Effectivement, vous avez ouvert sur... Enfin, à vous deux, je dirais que vous avez ouvert sur une question beaucoup plus large, qui est la place de la donnée dans la société, hein, que ce soit à travers le big data ou... voilà. Et je rejoins... Amandine évoquait... Antoinette Rouvroy tout à l'heure. Je vous invite vraiment à lire ces papiers qui sont un peu complexes, mais qui posent vraiment très bien ces questions-là. Notamment, il y a un papier en ligne sur le site de Multitude qui est absolument passionnant.
On sait bien que tout ça n'est pas d'autre. Le choix des données qu'on ouvre, la manière dont on les exploite, la manière dont on les met en visualisation, le sens, l'interprétation, etc. Tout ça, c'est de la politique. Enfin, pas de la politique, du politique, pardon, au sens, voilà. C'est du politique, c'est du sens qu'on donne au monde. Donc aujourd'hui, la question, c'est qui va donner ce sens? Est-ce qu'on voit bien que les journalistes ont perdu sur les dernières années, une forme de monopole dans la manière de donner à voir le monde? Comment on le reconstruit globalement? Et cette question du big data, elle est absolument essentielle parce qu'on est en train d'aller vers ce que j'appellerais un réductionnisme de la donnée. On voit, et ça prolonge le New Public Management, c'est-à-dire qu'on se met à voir le monde uniquement à travers les données. Comment est-ce qu'on pense aujourd'hui ce que j'appelle la politique des interstices, c'est-à-dire ce qui n'est pas dans les données? Et c'est là où on a besoin de ce travail avec des médiateurs, que ce soit des journalistes, des associations, des ONG, des acteurs publics, peu importe, pour remettre la chair autour de la donnée. La chair qui, elle, va faire sens. Voilà, je pense que c'est... Et juste pour conclure sur les big data concernent surtout les données qui ne sont pas ouvertes, en fait. Et il y a un enjeu énorme derrière, énormément de données qui conditionnent un très grand nombre de choses, de services, de fonctionnement. Oui, et qu'on va nous resservir pour façonner le monde. Pas de maîtrise. Remettons de la chair, autour de la donnée. Et allons voir un coup. Merci à tous.